Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on célèbre la France et on conspue la Suisse. La France, c'est celle du biathlon français à Sochi. La Provence, fière d'eux. L'équipe, magistrale. Et puis il y a le voisin suisse, ses votations et ses pieds dans le plat. Le Monde, immigration, le refus suisse bouscule l'Europe. Le Figaro, l'avertissement suisse avant les européennes. L'Opinion, les Suisses mettent l'idéal européen en berne. Avec ce dessin façon western, oui, joli jeu de mots. Avec ce dessin façon western, un cavalier qui approche d'un petit village avec ses sapins et ses montagnes. À l'entrée, un panneau, Bank City, étranger, si tu n'as pas d'or, nous avons du plomb. Et Libération, le virus suisse. On parle donc de la Suisse ce matin. Ben oui, indignation, ça c'est le titre de l'éditorial de Libération. On y trouve les mots consacrés, populisme, repli identitaire. Et cet appel à une réponse européenne. L'indignation entendue hier à Paris, Berlin, Londres et ailleurs doit se traduire dans des actes. Pour Libé, il faut punir. Dans l'Opinion et dans Le Monde, l'idée serait plutôt que la punition, en fait, viendra d'elle-même. La libre circulation, c'est la prospérité. L'entraver, c'est se ruiner. Même si, dans l'Opinion, un chef d'entreprise français installé en Suisse signe un petit billet. Il dit, lui, comprendre les Suisses qui ont voté oui, même si, d'ailleurs, autour de lui, ses amis ont plutôt voté non. Il dit admirer la capacité de la Suisse à, dit-il, défendre son indépendance face à la pression de l'Europe. Il raconte comment la votation de 2005, qui a décidé de l'entrée dans Schengen, a entraîné un afflux d'immigration, proportionnellement 3 fois plus qu'en France, et l'augmentation de la délinquance avec, dit-il, 92% de détenus qui sont des étrangers. Je fais confiance au bon sens suisse pour aboutir à des accords raisonnables, conclut-il. Alors Jacques Camus, dans La République du Centre, tempère. Rien ne permet de dire que les frontières helvètes resteront hermétiquement fermées, écrit-il. Après tout, les Suisses ont opté pour une immigration régulée telle qu'elle se pratique par exemple au Canada ou en Australie. Mais surtout, il suggère que, plutôt que de s'abandonner à une posture punitive, l'UE devrait s'attaquer à ce qui nourrit l'euroscepticisme et expliquer au lieu de vilipender. Oui, mais aucune religion ne souffre le blasphème. Alors, ce n'est pas le retour du débat sur l'identité nationale, encore qu'on parle beaucoup d'intégration et laïcité. Oui, la France aussi a ses étrangers et tous les journaux reviennent ce matin sur les propositions de Matignon en matière d'intégration. Dans La Voix du Nord, Hervé Favre doute des proclamations républicaines du Premier ministre et rappelle la logique des précédents rapports. Il s'agit moins, écrit-il, de demander au nouvel arrivant de s'intégrer à son nouveau pays et à sa culture que de demander au pays d'accueil et à ses habitants d'intégrer la culture et les langues de ces nouveaux arrivants. Alors on lira plutôt dans Le Monde et Le Figaro l'histoire de ce chef d'entreprise qui a fait voter ses 4000 salariés sur une charte de la laïcité. Dans Le Figaro, il raconte l'adhésion de ce Yougoslave qui sait à quelle vitesse la folie peut s'emparer d'un pays, l'inquiétude de ses employés africains devant la situation en Centrafrique. Il donne l'image d'une communauté soudée au-delà des différences où chacun est protégé par la laïcité, mais qui pourrait être attaquée en justice parce que l'initiative en fait n'est pas légale. Mais peu importe, le pari, lui, est réussi. Ce matin, Le Figaro nous alerte sur la situation de l'apprentissage en France et ça ne va pas bien. Mais oui, c'est dans les pages économiques des statistiques qui nous expliquent qu'une baisse de 8% des contrats en 2013 a été constatée. En cause, nous dit Cécile Crouzel, la diminution des aides de l'État, les normes qui interdisent aux moins de 18 ans d'approcher de machines jugées dangereuses. Et puis, nous dit l'article, l'État a privilégié les contrats aidés. Il est vrai que les contrats aidés auraient presque pu inverser immédiatement la courbe du chômage, mais la formation en apprentissage, elle, assure 70% de débouchés. On parle des Jeux Olympiques aussi, du sport et du sexisme avec le saut à ski. Mais exactement, aujourd'hui beaucoup de journaux nous parlent de cette discipline enfin reconnue, sport olympique, le saut à ski féminin. Et même le magazine Marie-Claire qui précise dans un article sur le sexisme dans le sport que la discipline existe pour les hommes depuis 1924 quand même. On a un peu attendu. Alors Marie-Claire décide de nous offrir un florilège de remarques légères, celle de Pierre Ménès sur les femmes pratiquant le foot, des grosses dondons qui étaient certainement trop moches pour aller en boîte le samedi soir, ou l'accueil en 1994 de la première journaliste titulaire chargée du foot au journal L'Équipe avec un panneau « Campement interdit aux femmes ». Ou alors la une du Parisien en 1994 quand Florence Artaud a remporté la route du Rhum. En 90, pardon. Flo, t'es un vrai mec. C'est classe, hein. Rien que pour ça, on va aller regarder des femmes sauter à ski. Et on va aller encourager notre petite française. Je dis pas petite parce que sinon on va me taxer. Oui. Le sexisme dans le sport. Rien. C'était mieux avant ou pas? Ah ben justement, alors pour ça on ne sait pas, mais pour le reste, puisque la nostalgie est souvent suspecte, et ben France Football a passé au crible toutes les raisons d'être nostalgique ou de ne pas l'être dans le football. Par exemple, les maillots numérotés de 1 à 11 et pas 27, 40. Les gardiens à casquette, c'était beau. Les supporters pacifiques, tout ça c'était
c'était mieux avant. Mais alors les poteaux carrés, les matchs à là. 15h, ça c'était pas mieux. Mais alors la palme de la nostalgie, et je vous conseille d'aller voir, ce sont les photos de joueurs en situation. Par exemple, les Bleus posant avec des saumons dans une cuisine avant un match en Islande en 1986, Copa en torero, Kérusoré en breton. Oui, ça c'était du temps où le fric n'obligeait pas à se prendre au sérieux. Et puis à l'époque, Raymond Domenech était joueur, il avait une grosse moustache. Oui, C'est mais pourquoi lui, il est classé parmi les bouchers, et ça, le journal nous dit que c'était pas mieux avant. C'était pour faire peur à l'adversaire qu'il avait sa moustache, Exactement. paraît-il. Raymond Domenech, notre consultant sur Europe 1 pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. On vous retrouve demain, Natacha, pour la revue de presse à 8h35 sur Europe 1.